Bonjour à tous et bienvenue dans le 12-45, mardi 17 juillet. Voici les titres. Le retour des Bleus en France hier, une journée à jamais gravée dans les mémoires. Les joueurs ont été acclamés par 300 000 personnes sur les Champs-Élysées avant d'être reçus par le président Macron. Les Bleus qui ont permis à leurs fans de vivre ces événements de l'intérieur. La victoire historique des Bleus qui fait des heureux et parmi eux Emmanuel Macron. Cet événement qui unit la nation devrait en effet profiter au président de la République. Une vague bleue bienvenue. Les fabricants d'équipements de sport originaux, équipements plébiscités l'été, c'est le thème de notre série de la semaine. Nous irons dans le Pays Basque découvrir le spécialiste français de la pirogue hawaïenne. Enfin du cinéma, avec la sortie demain de Break, un film de danse français. L'histoire d'une danseuse, spécialiste des spectacles aériens, qui s'allie à un champion de danse hip-hop. Un rôle physique qui a demandé des mois de préparation à l'actrice principale, Sabrina Ouazani. Les Bleus entraînés donc dans un tourbillon depuis leur victoire dimanche à Moscou. Hier, c'est dans une ambiance de fête nationale qu'ils ont descendu les Champs-Élysées, acclamés par plus de 300 000 personnes avant d'être accueillis par le président Macron. Une journée à jamais gravée dans les mémoires. Céline D'Agostini et Arthur Dehaye. À droite, 300 000 personnes sur les Champs-Élysées. À gauche, 23 champions du monde et leur staff. Encore un virage. Puis sur le bus à Impérial, c'est l'heure d'un triomphe à la romaine pour une communion avec les Français. La patrouille de France dans les airs, une foule en délire au sol et entre les deux, les héros. Une parade de 10 minutes, elle avait duré 3 heures en 1998. C'est passé tellement vite, on est arrivé tôt, on a attendu, on a eu chaud, on aurait voulu les toucher, on aurait voulu en profiter encore plus. On est beaucoup, il aurait fallu élargir les Champs-Élysées, la rendre encore plus grande, c'était magique dans tous les cas. Puis les joueurs arrivent au palais de l'Élysée, ils ont pris avec eux une veste et beaucoup d'humour. Après le tapis rouge, le perron, les photographes crient ici, là, là. Olivier Giroud leur répond. Les premières notes du show des Bleus. Dans le jardin, c'est un autre ambianceur qui prend le relais, Paul Pogba. Autographe, photo pour les 1000 enfants invités. Le bonheur est immense. Ça m'a fait tout drôle, c'était trop cool, c'était extraordinaire de les voir en vrai. Je leur ai dit, oh, vous êtes trop forts, vous avez fait une Coupe du Monde de dingue. Mais déception au crayon où certains joueurs ont dormi comme Raphaël Varane ou Olivier Giroud. Des milliers de supporters ont longtemps espéré une apparition sur le balcon du Palace, en vain. Certains en colère ont même jeté des bouteilles sur les forces de l'ordre. Seule fausse note d'une journée inoubliable. Et si les supporters ont en effet pu regretter de ne pas voir les joueurs davantage durant cette journée, ils ont toutefois pu suivre presque en direct ce que les Bleus vivaient. Les Bleus, très actifs sur les réseaux sociaux, ont presque tout partagé avec leurs fans. Alice Saint-Belboer. Ils n'ont pas encore foulé le sol français. Une foule de supporters les attend sur le tarmac. Tout le personnel de l'aéroport chante à la gloire des nouveaux champions. Des chants repris aussitôt par les joueurs. Sur la route, les Bleus, qui filment tout leur trajet sur les réseaux sociaux, n'en croient pas leurs yeux. Avant même leur arrivée aux Champs-Élysées, ils sont entourés par des centaines de fans. On est coincés. Mais ce n'était rien comparé à ça. La coupe passe de main en main. En communion avec tout un peuple. Une descente qui se fait en chanson pour certains. Et là, il y a le doublé. Ou encore avec humour pour Benjamin Mendy, qui pense déjà à l'avenir. À partir de maintenant, le Bristol, c'est gratuit. Ok, c'est enregistré. Je vais venir. Arrivé à l'Élysée, seul Corentin Tolisso immortalise le discours du président.
Avant que tous les joueurs se mélangent aux nombreux petits footballeurs, des étoiles plein les yeux. Voilà. Une journée exceptionnelle qui se termine par la visite du palais. Impossible alors pour Paul Pogba de résister à la tentation de challenger une nouvelle fois le président. Un petit tape. Ouais. Il mesure près de 36 cm et pèse plus de 6 kg. Le trophée de la Coupe du Monde a été soulevé, embrassé par les Bleus. Mais en réalité, l'équipe de France n'a pu tenir que 15 minutes la véritable coupe en or massif. Alors après la victoire, qu'advient-il du trophée ? Eh bien depuis 1974, c'est la FIFA qui le conserve à Zurich, au musée du football. Les Bleus gardent seulement une réplique plaquée or. La version originale est composée à 75% d'or pur, 18 carats. Son socle est fait de malachite, une pierre verte. Seuls les vainqueurs de la compétition et les chefs d'État peuvent toucher la véritable coupe, dont la valeur est estimée à 150 000 €. La FIFA a créé une copie pour protéger le trophée, car la première version de la coupe a été volée à 2 reprises. En 1966, avant le mondial à Londres, elle a été retrouvée 7 jours plus tard. La coupe a à nouveau été dérobée en 1983 au siège de la Fédération brésilienne de football à Rio, mais cette fois, elle n'a jamais été retrouvée. Alors combien y a-t-il eu de versions du trophée ? Eh bien 2. La première est la coupe Jules Rimet, du nom du Français, initiateur de l'épreuve. Elle a été remise aux vainqueurs de 1930 à 1970. Ce trophée a été conçu par le sculpteur français Abel Lafleur et représentait Nike, la déesse grecque de la victoire. La deuxième version, le modèle tel qu'on le connaît aujourd'hui, a été conçu au début des années 70 par un Italien, Silvio Gazzaniga. La coupe actuelle ne devrait pas changer avant 2038. Eux n'ont pas eu le loisir de brandir la Coupe du Monde, mais les Croates ont tout de même reçu un accueil digne des champions en rentrant dans leur pays. Plus de 150 000 personnes ont fêté les finalistes du mondial dans les rues de Zagreb. Parmi les plus acclamés, Luka Modric, élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Le capitaine de l'équipe au damier, particulièrement déchaîné au milieu de ses coéquipiers. Et malgré la défaite, la Croatie exulte donc. Le pays a par ailleurs bénéficié d'une extraordinaire exposition médiatique, une aubaine pour le tourisme. Mais une victoire fait évidemment encore plus d'heureux. Les sponsors de l'équipe de France se frottent donc les mains, en particulier l'équipementier. Céline Marchand et Irène Candel. Ce matin, sur les Champs-Élysées, la liesse de la veille a disparu. Mais devant la boutique Nike, des fans espèrent se procurer le fameux maillot des Bleus, floqué des 2 étoiles. Je suis heureux pour l'équipe de France, mais je suis déçu de ne pas trouver de maillot. Pour l'instant, elle n'est pas encore sortir les 2e étoiles. Tous les jours, je vais me connecter sur le site. Pas de chance, en boutique comme sur Internet, le maillot n'est pas disponible. Les premières pièces ne devraient apparaître sur les rayons que début août. Avec 2 modèles vendus 85 et 140 € et un prix de fabrication compris entre 11 et 20 €, on pourrait penser l'opération très profitable. Mais pour amortir son contrat de 50,5 millions d'euros avec la FFF, Nike doit vendre 1 500 000 maillots tous les ans pendant 8 ans. En tout, 14 marques ont choisi de sponsoriser les Bleus pour un montant total de 87,5 millions d'euros. Un investissement important, rentable quel que soit le score. Quand bien même on se fasse éliminer en quart en 2014, quand bien même on perd la finale en 2016, pendant toutes ces années, la fédération a fait en sorte d'améliorer l'image de l'équipe de France et l'image véhiculée par les joueurs. Parce que ce qui compte, c'est la réputation. C'est pas la performance, c'est la réputation. Les sponsors ne sont pas les seuls à se frotter les mains. Les sites de paris sportifs ont empoché des mises records. Rien que pour les phases de groupe du 14 au 28 juin, 363 millions d'euros ont été misés. À titre comparatif, l'intégralité des paris pour l'Euro 2016 représentait 297 millions d'euros. Et puis il y a Vati, un sponsor chinois des Bleus spécialiste de l'électroménager. Il s'était engagé à rembourser certains clients en cas de victoire de la France. Son action a chuté de 50%. L'enseigne assure malgré tout qu'elle va tenir sa promesse. Et parmi les grands gagnants, probablement le président Macron. Son enthousiasme, son bonheur de voir les Bleus gagner, autant d'images qui l'ont montré à l'unisson des Français. Emmanuel Macron, dont la cote de popularité devrait bondir grâce à cette victoire historique. Yasmine Moufoletto et Audrey Vietaz. Le protocole est rompu dès l'accueil des joueurs à l'Elysée. Emmanuel Macron sur les graviers plutôt que sur le perron. Spontanéité affichée, tout comme sa proximité avec les joueurs.
Accolade, sourire et ces quelques mots. Ne changez pas. Cette équipe, elle est belle parce qu'elle a été unie. Avant de laisser très vite le soin à Paul Pogba d'animer l'Assemblée. On sait que dans la communication du président, il y a l'idée qu'il faut introduire une dose de pseudo-spontanéité, d'images un peu volées, etc. Des images volées, il y en a eu dans les vestiaires des Bleus après la victoire, des instants captés par les joueurs eux-mêmes. Du discours de remerciement à ce dab avec Benjamin Mendy et Paul Pogba. Comme si l'Élysée leur laissait le soin de faire la communication du président. Mais tout n'est pas complètement joué car Emmanuel Macron est connu pour être fan de football et supporter de l'OM depuis la première heure. Dans l'émotion qu'il laisse paraître parfois, dans le contact, le fait qu'il soit tactile, etc., je pense qu'il n'y a pas que de la communication, manifestement, et puis on l'a vu au moment du match aussi. Emmanuel Macron, vrai fan de foot, différence majeure avec Jacques Chirac, président lors de la victoire des Bleus en 98. Lui qui préférait les sports japonais avait tout de même bénéficié d'une envolée dans les sondages après la victoire. La France Black Blamber qui gagne lui avait valu 15 points de plus d'opinion positive. Jacques Chirac avait cette capacité à avoir un électorat et une audience auprès des milieux populaires. Ce qui manque à Emmanuel Macron, ce qui s'est passé depuis 3 jours, ça c'est excellent pour lui parce que c'est un sport particulièrement populaire. D'ailleurs, hasard du calendrier ou non, c'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron reçoit les partenaires sociaux à l'Élysée, un jour seulement après avoir accueilli les Bleus. Et justement, Emmanuel Macron, qui après la joie de la victoire des Bleus, est donc revenu à des sujets éminemment politiques ce matin. Le président a en effet reçu à l'Élysée les 8 principaux leaders syndicaux et patronaux pour évoquer l'agenda social de la rentrée. Le MEDEF notamment, la CGT, FO ou encore la CFDT étaient bien sûr conviés. Au programme, le plan pauvreté dont la présentation devait avoir lieu début juillet, l'assurance chômage et les retraites. Syndicats et patronats sont notamment appelés à lutter contre les contrats courts et à réfléchir à une nouvelle allocation pour les chômeurs de longue durée. Thierry Solère a été placé en garde à vue ce matin par le parquet de Nanterre dans le cadre de l'enquête qui le vise. Le député des Hauts-de-Seine, ex-LR et désormais LREM, est en effet soupçonné de corruption et fraude fiscale entre 2010 et 2013. À l'époque des faits, Thierry Solère était conseiller régional LR d'Île-de-France et soutien de Bruno Le Maire. Tollé aux États-Unis au lendemain du premier sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui s'est tenu hier à Helsinki en Finlande. Si les deux hommes ont affiché leur volonté d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre leurs deux pays, l'attitude du président américain a consterné les élus démocrates et républicains. Le milliardaire a en effet refusé de condamner l'ingérence dans la campagne présidentielle de 2016 de la Russie. Il a même renié les services secrets américains qui ont confirmé une intervention russe pour défendre le démenti du président Poutine. Retour en France, à Mary, une petite commune de la Côte d'Azur, la seule à porter ce nom en Europe. Un nom qui a inspiré une idée originale et amusante au maire, lancer un appel aux dons à toutes les femmes qui s'appellent Marie ou portent un prénom dérivé comme Marion ou Myriam. Objectif, qu'elles contribuent à la rénovation de l'église du village. Nils Brunelli, Dominique Guido et Ingrid Carré. Un clocher qui résonne dans l'arrière-pays niçois, celui de l'église de Marie. Marie, c'est le nom du village, mais aussi le prénom féminin le plus répandu. Plus d'1,5 million de Françaises le portent. Une analogie qui a donné des idées au maire. Le maire de Marie appelle toutes les Maries à participer à la restauration de l'église de la commune qui porte leur prénom. Un appel aux dons original pour la restauration de cette église du XVIIIe siècle. Alors vous voyez là-haut, nous avons 2 angelots. Malheureusement, donc les dégâts des eaux ont fait tomber une aile. Des angelots aux enduits jusqu'au clocher et son paratonnerre, tout est à rénover. Coût des travaux, 60 000 €, trop lourd pour le budget de la commune. Alors en mairie, chaque chèque de Marie est reçu avec le sourire. Vous voyez là, j'ai 3 chèques qui sont arrivés hier. Donc c'est une Marie-Anne. J'ai une autre dame qui s'appelle Marie-Claude. Depuis une semaine, nous avons une croissance exponentielle de dons. Ça s'étend. Les maris se les passent entre elles. J'ai discuté avec une Marie qui est à fond là-dedans. Via les réseaux sociaux, elle envoie aux autres maris. Et ça marche. De Marie en Marie-Claude, la cagnotte s'étoffe. Sur le site internet de la Fondation du patrimoine, partenaire de l'opération, le projet réunit déjà plus de 11 000 €. Dans les rues du village, chaque touriste est aussi mis à contribution. Oui, je fais appel à toutes les maris. C'est une très belle idée. Comment vous appelez-vous, madame? Isabelle Huguet.
Vous appelez Isabelle, bon. Et pas Marie, mais je vais quand même donner mon obol. Des oboles ouvertes à tous les prénoms et ce jusqu'à la fin de l'année. Et si le pari est gagné, les habitants de Marie, les Marioles, n'auront jamais aussi mal porté leur nom. À Nancy, la place devant la gare a été rebaptisée place Simone Veil. La plaque a été dévoilée par le maire en présence de Jean et Pierre-François, ses fils, en ce jour anniversaire de la rafle du Veldiv, le 17 juillet 1942. Simone Veil, qui avait des origines lorraines, est décédée le 30 juin 2017 à l'âge de 89 ans. Elle a été inhumée le 1er juillet dernier au Panthéon en compagnie de son mari Antoine. Notre série de la semaine maintenant, elle nous emmène à la découverte de fabricants d'équipements de sport plutôt originaux. Des équipements que vous testerez peut-être pendant vos vacances. Direction donc Anglet aujourd'hui dans le Pays Basque où sont conçues des pirogues hawaïennes. Nathalie Lambert. En 2 minutes, c'est monté. Voilà, ça pèse que 10 kilos. Et on peut aller à l'eau direct. C'est parti! Aussi court et léger qu'un paddle et pourtant c'est bien une pirogue. Sur la côte basque, en plein paradis des surfeurs, Olivia Piana, vice-championne du monde de paddle, pratique la pirogue hawaïenne. Contrairement à la tahitienne idéale pour les lagons, la pirogue hawaïenne est conçue pour l'océan. Plus petite, dotée d'un gouvernail, le rameur est assis dessus et non pas dedans, car les risques de chavirer sont plus importants. Vrai sport de glisse, le but est de surfer la vague. Je peux la contrôler avec des pédales, avec mes pieds et la pagaie. Voilà, donc je change de main comme ça pour équilibrer mon mouvement et ça va super vite en fait. Nées il y a des milliers d'années dans les îles polynésiennes, les pirogues sont aujourd'hui en vogue sur tous les spots du monde. D'où l'idée de la marque basque Woo, seul fabricant de pirogues en Europe, de créer la plus petite pirogue au monde, la Féline. C'est à Anglet, dans cet atelier, que la petite entreprise de 6 salariés construit ses bateaux. La clé du succès, clairement, c'est d'avoir compris qu'il fallait qu'on adapte la pirogue polynésienne aux besoins du marché européen. En réduisant la taille, on a réduit les problèmes d'encombrement, on a résolu pas mal de problèmes de transport et en plus, on a une glisse qui est fabuleuse. Une centaine de pirogues sont fabriquées chaque année, toutes en fibre de verre et polyester. Malgré un prix minimum de 2 900 €, les carnets de commandes sont pleins. Une pirogue basque dans la patrie du surf, un pari réussi. Cinéma maintenant avec la sortie de Break, un film de danse français très réussi. L'actrice principale, Sabrina Ouazani, a dû se préparer pendant des mois pour jouer une danseuse spécialiste des spectacles aériens. Mais pour remporter un concours, elle doit redescendre sur Terre et s'allier à un champion de danse hip-hop. Muriel Drouillat, Pierre-Emerick Dubois et Bertrand Naut. Passionnée, talentueuse et habitée, comme son personnage dans le film, Sabrina Ouazani découvre l'univers du breakdance. Si la comédienne pratiquait déjà le tissu aérien, elle s'est préparée comme une athlète pendant 8 mois pour se transformer en danseuse au sol. C'était un sacré challenge, mais un beau challenge. C'était hyper plaisant, mais hyper crevant aussi, on va pas se mentir. J'ai beaucoup de courbatures, beaucoup de blessures. Dans le film, elle demande à un ancien champion de breakdance incarné par Kevin Michel de la préparer à un concours. L'acteur et ancien danseur repéré dans Divine n'est pas resté de marbre face à la performance de Sabrina Ouazani. Ah, je danse pas moi. T'as dû rêver. Alors oui, il y a du break, il y a plein de choses différentes. Il y a aussi d'autres choses de la culture hip-hop, que ce soit des battles de rap, etc., etc. Mais dans la danse, c'est elle qui tient le film 90%. Elle veut que je la coach, cette folle. Pourquoi tu le fais pas? Parce que je danse plus. Cette plongée dans l'univers très codé du breakdance et de ses battles, on la doit à Marc Fouchard. Pour son premier film, le réalisateur lui-même ancien danseur a mis tout ce qui le passionne depuis son enfance dans la culture hip-hop. Quand il y a des battles, il y a un langage corporel pour vanner un peu l'autre. C'est des gestes qu'on connaît tous. Ça veut dire par exemple, t'es pas sur le son. Ça veut dire tu fais du cirque. C'est de la danse, c'est de la performance. C'est spectaculaire, mais ça doit rester sur le son, ça doit rester de la danse. Un premier film ambitieux à la hauteur, qui n'a pas à rougir de la comparaison avec les grosses productions hollywoodiennes du même genre. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, votre série Scène de ménage, puis le téléfilm Filles des villes et Filles des champs. Ce soir, le 19:45 de Xavier Demoulin. À demain et excellente. Et je vous souhaite une très bonne journée sur M6. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.